Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'émission du débat en ce mercredi 31 mai 2017. Les présidents français et russes Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont rencontrés lundi à Versailles. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis que le nouveau président français a été investi. Un tête-à-tête aussi attendu que tendu. Au menu des discussions, de nombreux thèmes, même ce qui fâche, entre autres la Syrie, la lutte contre le terrorisme, l'Ukraine, la campagne présidentielle française et les droits de l'homme. Quel sens donner à cette première rencontre entre le nouveau locataire de l'Élysée et le chef du Kremlin? Comment s'annonce l'avenir des relations franco-russes après ce tête-à-tête de Versailles? Et surtout, quels seront les résultats concrets de ces discussions entre Macron et Poutine sur les sujets de friction, entre autres, la Syrie et l'Ukraine? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse dans cette édition du débat. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le président français Emmanuel Macron a accueilli lundi son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel il a conclu de créer un groupe de travail sur la Syrie et d'organiser une réunion rapide sur l'Ukraine dans le cadre du format Normandie. Pour sa première visite en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a été reçu en grande pompe au château de Versailles pour une exposition sur le Tsar Pierre le Grand, symbole de 300 ans de relations franco-russes. Les deux chefs d'État, lors d'un déjeuner de travail et d'un entretien, ont échangé sur une longue liste de dossiers brûlants, la situation en Ukraine et la guerre en Syrie en tête. Sur le dossier syrien, les deux présidents se sont mis d'accord pour mettre en place un groupe de travail afin de renforcer le partenariat entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Concernant l'affaire syrienne, Macron trouve indispensable de négocier avec la Russie afin de redéfinir un nouveau cadre pour sortir de la crise militaire et trouver une solution politique globale. Au regard d'Emmanuel Macron, la réticence des Occidentaux à chercher une solution politique à la crise en Syrie fait perdurer cette crise. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a affirmé lors du point de presse conjoint avec son homologue français que ce n'est pas en détruisant les États souverains qu'on pourrait combattre le terrorisme. Vladimir Poutine a une nouvelle fois appelé à une coalition internationale contre le terrorisme. Sur l'Ukraine, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion dans le format Normandie, pour faire un bilan complet de l'application des accords de Minsk sur la base d'un rapport détaillé de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. Les relations entre la France et la Russie se sont détériorées pendant les derniers mois de la présidence de François Hollande. Poutine a même annulé un voyage programmé à Paris en octobre après que le gouvernement français ait exigé une action internationale sur l'engagement militaire de la Russie contre des groupes terroristes en Syrie. À noter que la rencontre Poutine-Macron intervient alors que le sommet du G7 du vendredi dernier a plaidé pour le durcissement des sanctions contre la Russie en rapport avec la crise ukrainienne. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre attention pour cette émission. Nous sommes en ligne par Skype depuis Paris avec Alain Benajam, président du réseau Voltaire France, et par téléphone depuis Moscou avec Mikhail Egorov, journaliste et chroniqueur russe. Je vous propose tout de suite de rejoindre à Paris M. Benajam. Monsieur Benajam, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, M. Benajam. Monsieur Benajam, quel sens donnez-vous à cette première rencontre au sommet entre les présidents français et russes et le moment choisi, qu'en dites-vous? Alors, pour essayer de trouver un sens à cette réunion, il faut d'abord savoir qui est qui et pourquoi cette réunion. Puisque
Nous savons, alors je l'ai dit plusieurs fois à votre antenne, que Emmanuel Macron a été promu à grand renfort de publicité, de matraquage même on peut dire, par l'État profond états-unien. Maintenant tout le monde sait ce que c'est que l'État états-unien et qu'il est un représentant de cet État profond et de l'oligarchie financière. Et ce monsieur ne parle pas au nom de la France, mais il parle au nom de cet État profond et de cette oligarchie financière. Nous savons depuis très longtemps que l'oligarchie anglo-saxonne, l'État profond anglo-saxon, est opposé à la Russie depuis la guerre de Crimée. Ça date de très longue date, et que cette opposition de la thalassocratie anglo-saxonne à la Russie, qui est plusieurs fois centenaire, tient à la géopolitique et donc à la géographie, puisque les anglo-saxons ont du mal à admettre que les richesses qu'il y a dans ce qu'ils appellent le cœur de l'île du monde, de Heartland, appartiennent à la Russie et à un seul pays, et ils aimeraient bien pouvoir mettre la main sur ces richesses et endetter la Russie. C'est ça le contexte. Dans cette affaire, Emmanuel Macron a cherché à se faire valoir, et en s'opposant à Vladimir Poutine, parce qu'il s'agit bien d'une opposition. Emmanuel Macron a d'une façon parfaitement impolie, outrecuidante, décliné tous les standards de la politique de l'État profond anglo-saxon, les standards extrêmement connus, avec l'Ukraine, où évidemment ils n'admettent pas que la Russie ait récupéré la Crimée. Ils avaient des vues sur la Crimée pour en faire une base militaire pour la Syrie. Ils n'admettent pas qu'il y ait une opposition pro-russe dans l'est de l'Ukraine. D'autre part, qui est une épine dans le pied de leur dispositif. Et surtout, le problème vient de la Syrie, où la Russie combat d'une façon importante Daesh, qui sont des milices armées de cet État profond, c'est-à-dire Daesh organisé par les frères musulmans. Les 10 frères musulmans sont intégrés dans ce dispositif-là. Donc il faut voir ce contexte-là. Merci, Monsieur Benajam. Oui. Merci. Alors on s'arrête là. On va revenir justement sur la Syrie et sur l'Ukraine aussi. Nous sommes également en ligne par téléphone depuis Moscou avec Monsieur Egorov. Monsieur Egorov, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous, Monsieur Egorov. Monsieur Egorov, alors certains analystes sont d'avis, avant et même après la rencontre entre les présidents français et russes, que Paris, en effet, se trouve en quelque sorte entre Washington et Moscou. Comment commentez-vous ce constat? Non, je dirais que c'est effectivement la réalité, mais il y a une chose quand même à préciser, c'est que du point de vue culturel et historique, la France est liée à la Russie. Nous appartenons quand même à ce grand continent eurasiatique, et je pense qu'en ce sens, il y a beaucoup de Français qui comprennent que nous avons un avenir commun. Du point de vue des relations économico-commerciales, la France et la Russie sont également des deux partenaires très importants. Mais nous savons que depuis déjà plus de longues années, les élites politico-médiatiques, je dis bien politico-médiatiques françaises, sont à 100%, pour ne pas dire plus, pro-atlantistes. Donc en ce sens, bien sûr on sait qu'il y a des voix qui se lèvent pour un rapprochement véritable et un retour, si ce n'est pas vers une alliance, mais au moins vers un partenariat profond, stratégique comme on dit, entre la France et la Russie. Mais je pense qu'en ce sens, tout ce qu'avait dit mon collègue M. Benajam juste avant moi, je le rejoins parce que je ne pense pas que
que les relations franco-russes, malheureusement, dans un avenir proche, vont pouvoir s'améliorer. C'est mon opinion personnelle, évidemment, elle n'engage que moi, mais je pense qu'il n'y a rien de positif à attendre dans les relations franco-russes sur le court, voire le moyen terme. On a eu une détérioration des relations franco-russes qui était parallèle au renforcement avec les intérêts atlantistes qui ont commencé sous Nicolas Sarkozy. Elles ont été activement poursuivies, ce rapprochement, cet éloignement plutôt avec la Russie et ce renforcement des positions pro-atlantistes a activement continué avec François Hollande. Et avec Emmanuel Macron, je ne crois pas que cela puisse changer. Je pense au contraire que cela risque de se renforcer. Merci, M. Egorov. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Benajam, alors revenons à la crise syrienne. Alors là, M. Macron, il a plaidé pour un partenariat, pour le renforcement du partenariat avec la Russie sur le dossier syrien. Le chef du Kremlin, lui, a insisté de nouveau sur la création d'une coalition internationale efficace pour combattre Daesh. De toute façon, il y a, selon certains médias, des points de convergence sur le dossier syrien. La question qui s'oppose, M. Benajam, dans quelle mesure, justement, ce terrain d'entente, s'il existe, entre la Russie et la France, pourrait contribuer au règlement de la crise en Syrie? Alors, d'abord, je plaide encore une fois pour qu'on ne parle pas de la France à propos de Macron, parce qu'il a été imposé au peuple français par des manœuvres. Il est extrêmement impopulaire et donc il ne nous représente pas en tant que peuple. Maintenant, Macron est une marionnette, et une marionnette des États-Unis. Et aux États-Unis, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a actuellement une ambivalence importante. Il y a d'un côté l'État profond et toute la camarilla qu'il y a autour de Clinton, McCain, Obama, etc. Et le président Trump, qui lui a été élu démocratiquement sur un programme de paix. Et que lui, il essaye de nager dans cette atmosphère où il a au-dessus de la tête l'épée de Damoclès de la destitution. Donc, il essaye de donner des gages à l'État profond tout en essayant d'aller dans le sens de son programme. Donc, cette ambiguïté états-unienne peut être reflétée dans l'ambiguïté française, puisque c'est la même chose, et que d'un côté, évidemment, il y a l'armée de l'État profond anglo-saxon qui est Daesh, qui on sait que c'est son armée, qui est formée, payée, recrutée par eux via les frères musulmans, et de l'autre, il y a d'abord l'impossibilité militaire pour ces gens-là de gagner. Ils font un constat, et ils ne peuvent pas et ne pourront pas gagner, et donc il va bien falloir qu'ils essayent de négocier ce qu'essaye de faire Trump, et au-delà de Trump, peut-être qu'ils ont assigné à la marionnette pseudo-française un rôle de négociation avec la Russie. C'est comme ça que je peux voir les choses, mais l'arrière-pensée de ces gens-là sera toujours faire le plus de mal possible à la Russie. Ça va être leur arrière-pensée. Et il faut vraiment se méfier de leur façon de faire, puisque les États-Unis et les Anglo-Saxons n'ont jamais respecté aucun traité, aucun accord. Donc c'est bien dans la méfiance que la Russie et la Syrie doivent aborder ce type de négociation qui, de toute façon, va comporter des choses trappes. Merci, voilà. Monsieur Benajam. Monsieur Egorov, alors dans ce climat de méfiance dont parle Monsieur Benajam, est-ce que les positions internationales de Monsieur Macron et de Monsieur Poutine vous semblent compatibles, notamment sur la Syrie et l'Ukraine?
Non, hier, d'après ce qu'on a pu entendre, effectivement, il a été dit qu'il y a des convergences qui sont là, mais je pense que c'était plus un langage diplomatique pour dire que, bon, chacun a écouté ce qu'il avait à dire de la part de l'autre, et je pense, mais globalement, je pense que les différentes approches restent catégoriquement différentes. Et d'ailleurs, bon, on l'avait entendu, de toute façon, moi je l'ai dit plusieurs fois lors de mes interventions avec vous, c'est-à-dire que tant que les élites occidentales, atlantistes, ne cesseront pas de réclamer le départ comme condition obligatoire du président Bachar al-Assad du poste de syrien, et tant qu'ils auront toujours cette approche ouvertement néocoloniale de vouloir mettre une marionnette à la tête de la Syrie, évidemment, on sera toujours dans l'impasse. Et tant qu'ils vont continuer à soutenir les groupes terroristes pour qu'ils continuent à semer le chaos et martyriser la Syrie, là aussi on sera de l'impasse. Et à ce niveau-là, malgré toutes les belles paroles de dire que nous voulons lutter contre Daesh, nous voulons vaincre le terrorisme, nous avons trouvé des arrangements en ce sens, je pense que cela ne servira à rien. Je ne crois pas à la bonne foi des élites occidentales, et malheureusement, et je pense qu'aujourd'hui Emmanuel Macron et son administration font partie de ces gens, auxquels je ne pense pas qu'on peut faire confiance. Donc, à mon avis, je pense qu'on sera toujours dans l'impasse. Donc, la seule solution sera de poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la coalition, la nôtre, dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire donc l'État syrien, l'armée syrienne, la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais. Je pense que, et puis parallèlement, au niveau d'Astana, je pense que c'est une plateforme fiable pour suivre les négociations donc, dans le cadre Russie, Iran, Turquie, pour continuer à, donc, là, actuellement, on sait qu'il y a une nouvelle rencontre qui se prépare à Astana, pour effectivement donc mettre en place ces zones de désescalade, pour réaliser le mémorandum sur les zones de désescalade donc, qui a été conclu lors de la rencontre précédente. Je pense que c'est la seule plateforme fiable, et je pense qu'il n'y a aucune raison, c'est mon avis personnel encore une fois, à inviter les représentants des élites occidentales à se joindre à ces efforts, même si on sait qu'ils sont très jaloux des succès qu'a obtenu Astana, notamment si l'on compare avec le format Genève. Et d'ailleurs, plusieurs fois, les représentants des élites, y compris ouest européennes, ont jalousement dit qu'ils regrettent qu'ils ne sont pas invités. Et on a entendu ça de la part des représentants de la diplomatie allemande. Et Macron aussi, d'ailleurs, durant la conférence de presse commune avec Vladimir Poutine, avait remarqué que les efforts russo-irano-turcs ne sont pas suffisants. Il faut que que les représentants d'autres pays soient invités, en faisant évidemment référence aux pays occidentaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que tant que les pays occidentaux ne changeront pas cette approche néocoloniale et pro-terroriste à semer le chaos et vouloir faire tomber des chefs d'État souverains pour réaliser leur plan géopolitique et tout ce qui va avec, ça ne sert à rien de discuter. Enfin, discuter c'est toujours bon, mais ça ne sert à rien de se faire des illusions que ça pourrait marcher. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut aussi. Merci, M. Egorov. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Benajam, alors, dans cette ambiance de méfiance, est-ce que vous avez constaté une réelle volonté de la part du nouveau président français, M. Macron, de changer la donne dans ses relations avec la Russie d'une part, et d'autre part de rentrer dans le jeu diplomatique international, notamment la crise syrienne? Absolument pas. Je pense que, comme l'a dit M. Egorov, Macron va plutôt faire empirer la situation, puisque il est, je le répète, c'est directement un homme de l'État profond anglo-saxon, directement, ce que n'était pas forcément Hollande. Hollande, lui, il avait des vues colonialistes personnelles, c'est-à-dire des vues colonialistes françaises sur la Syrie. Il traînait des pieds, d'ailleurs, quand il y avait pour parler de paix. Macron, lui, il va faire exactement ce qui lui est demandé. Donc, comme je l'ai dit en début d'émission, tout ça est à considérer dans une perspective d'opposition perpétuelle et multicentenaire entre le monde anglo-saxon et ses banques et la Russie. Que cette opposition date de la guerre de Crimée et bien avant, et qu'on ne voit pas comment et pourquoi cette opposition s'arrêterait comme par miracle,
bien entendu, les anglo-saxons et leurs frères musulmans sont bien obligés d'essayer de tenter des négociations, puisque sur le plan militaire, pour eux, il y a une impasse totale. Donc voilà, donc ils essayent de voir comment ils pourraient peut-être tirer leur marron du feu. C'est aussi l'objet de la visite de Trump en Arabie Saoudite, où il essaye de diviser les wahhabites des frères musulmans. Hein. Je crois, moi, sincèrement, à la volonté de Trump de vouloir changer quelque chose, mais il est, pour l'instant, pieds et poings liés, mais on voit bien qu'il essaye de faire quelque chose, et que peut-être que la solution réside dans deux choses. Il y a vraiment deux choses. D'une part, l'action militaire de la Russie, de la Syrie et du Hezbollah et de l'Iran. Et ça, c'est la première chose. Celle-ci ne doit pas faiblir. Et d'autre part, dans le fait que Donald Trump puisse planter des banderilles, planter un coup sérieux contre l'État profond qui est son ennemi absolu. Donc je ne vois de solution que de ces deux côtés. Maintenant, les parlottes entre la Russie et des pseudo-chefs d'État, ça ne sert strictement à rien, quoi. Ce n'est que de la propagande, c'est tout. Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Egorov. Monsieur Egorov, M. Macron lui-même avait reconnu en effet l'échec de la coalition internationale, l'échec des pays de l'Occident en général dans le dossier syrien, là où il avait reconnu que la victoire appartenait à l'axe de la résistance, à l'Iran, à la Russie et à la Syrie, aussi le Hezbollah. Alors, ceci étant dit, est-ce que dans le dossier syrien proprement dit, Macron va donner à la politique étrangère de la France une certaine place, ou bien il s'aligne, comme vient de souligner M. Benajam, sur la politique américaine? Je pense qu'effectivement, c'est la deuxième option qu'il faut privilégier. Je pense qu'il n'y a absolument rien d'autre à attendre qu'un alignement sur Washington et sur les intérêts atlantistes concernés. Je pense pas qu'il y aura un changement. Je crois que je l'avais déjà dit. Je pense que Macron représente cette ligne ouvertement pro-atlantiste. Bon, M. Benajam a parlé de l'État profond et je pense qu'effectivement c'est le cas. Il appartient à cet État profond anglo-saxon et les intérêts donc, qui sont liés. Je pense qu'il n'y a absolument... la France ne retrouvera pas sa grandeur tant qu'elle aura, à mon avis, des leaders de la sorte. C'est-à-dire que tant que la France ne retrouvera pas une véritable souveraineté et une véritable politique indépendante, souveraine, ça ne veut pas d'ailleurs forcément dire aligné à 100% sur la Russie. On parle bien de souveraineté. Mais tant qu'il y aura la France, tout en sachant qu'effectivement il y a une alliance franco, ce serait plus que logique. Mais la question n'est même pas là. Tant que la France ne retrouvera pas une souveraineté pleine, la France ne pourra pas retrouver la place qu'elle mérite au niveau des relations internationales, au niveau des concerts des nations dans un monde multipolaire. Tant qu'elle restera axée, tant que les élites, entre guillemets françaises, resteront axées sur ses intérêts atlantistes et obscurs, c'est sûr qu'il n'y a rien de positif à attendre ni pour la France, ni pour le peuple français, ni sur les dossiers où la France souhaitera jouer un quelconque rôle, où que ce soit d'ailleurs. Mikhail Egorov, journaliste chroniqueur russe depuis Moscou, Alain Benajam, président du réseau Voltaire France depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.